L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un double meurtre qui aurait peut-être pu être évité. C'est aussi l'histoire d'un criminel dangereux qui est toujours en cavale, et comme vous l'avez souvent vu dans mes vidéos, écoutez bien jusqu'à la fin, car un autre événement a touché la même famille dans la même maison. Keyona Griffin a 25 ans et elle vit avec sa grand-mère Jacqueline Baber-Bay, 65 ans, sa tante Sherletta Baber-Bay, 47 ans, et le copain de sa tante, Daryl Brown, également 47 ans, qui se fait lui surnommer Jay. Ils vivent tous ensemble dans une maison de la ville de Grand Rapids, dans le Michigan. Keyona a été élevée par sa mère, Onya Griffin, et elle a également un frère, Sanford Cummings II. C'est une fille qui est définie comme gentille et plutôt discrète, et sa tante Sherletta est également quelqu'un de gentil, mais elle est également décrite comme asociale. En effet, la plupart du temps, elle restait enfermée dans sa chambre avec son copain Daryl Brown, et d'ailleurs Daryl est son premier vrai copain et elle l'avait rencontré à la bibliothèque. Le 13 mars 2019, Jacqueline Baber-Bay part au travail et il reste donc dans la maison Keyona, sa tante Sherletta et le copain de sa tante Daryl. C'est à 10h25 ce matin-là que Keyona appelle les secours. 911 emergency. Hi, I need help. Hello? I need help. Okay, where are you located? I'm sorry, ma'am, I can't hear you. Are you able to tell me where you're located? No. Are you at a... 553 Sheldon Avenue Southeast. Please hurry now. Okay, I got Sheldon. What's the number? 553. Hurry, please hurry up. 553 Sheldon. Okay, can you tell me what's going on there? Can you just hurry up, please? I'm gonna die. You're trying to kill me. You already killed my baby. You need to hurry up, please. Okay, ma'am, I'll start the police that way. Can you tell me what your name is? Tiana. 3 policiers arrivent à l'adresse indiquée 7 minutes et 41 secondes après cet appel, mais malgré le fait que Keyona semblait paniquer au téléphone, qu'elle chuchotait, qu'elle faisait état de quelqu'un à l'intérieur de la maison qui venait de tuer sa tante et qui comptait s'en prendre à elle aussi, eh bien les policiers ne vont pas pénétrer à l'intérieur de la maison. Ils se contentent de toquer à la porte d'entrée, de regarder par une fenêtre, puis d'essayer de toquer également à la porte de derrière. Les 2 portes sont verrouillées, ils ne voient rien de spécial, ils vont rappeler le 911 pour leur dire de retenter d'appeler Keyona. Keyona ne répond pas au téléphone, alors 3 minutes 42 après être arrivés, les policiers repartent. Leur intervention a été filmée puisque les policiers aux États-Unis ont souvent une petite caméra sur la poitrine qui leur permet de filmer toutes leurs interventions. Et on les entend clairement dire à un moment qu'ils se demandent si Keyona n'aurait pas un problème de santé mentale. Je sais pas au nom de quoi ils se sont posé cette question puisque tout ce qu'elle a fait c'est appeler à l'aide. Mais bref, 2 heures plus tard, c'est Sanford, le frère de Keyona, qui à son tour va appeler le 911. 911 emergency. From the 553 Sheldon, my sister not moving. What's the address? 553 Sheldon, there's blood everywhere, my sister's not moving. Il vient de découvrir le corps de sa sœur et il a beau pleurer et supplier Keyona de se réveiller, il n'y a rien à faire, c'est trop tard. Keyona est morte. La police arrive sur les lieux et il trouve effectivement le corps de Keyona allongé par terre dans sa chambre. On lui a tiré dessus à 4 reprises, dont une fois dans le visage. Il trouve également le corps de sa tante, Sherletta. Sherletta est dans son lit, sous les couvertures. Elle a encore les écouteurs de son iPad dans les oreilles et le iPad posé à côté d'elle sur l'oreiller. On lui a tiré une seule balle à l'arrière de la tête. Si les policiers avaient défoncé la porte de la maison, Keyona serait peut-être toujours en vie. Ça leur a d'ailleurs été reproché par la mère de Keyona, Onya Griffin, qui se trouve être également la sœur de Sherletta et qui aurait aimé qu'il fasse tout pour sauver ses proches. Les policiers ont avoué depuis qu'effectivement ils se sentent mal de ne pas être intervenus, mais le procureur a défendu ces hommes en expliquant qu'ils ne peuvent pas défoncer toutes les portes, qu'il leur faut une bonne raison de le faire. Selon lui, à ce moment-là, les policiers n'avaient pas franchement de raison de défoncer la porte. L'appel au 911 ne suffit pas puisqu'ils reçoivent énormément de canulars téléphoniques. Alors finalement, si en arrivant, ils voient que la porte est fermée à clé, si en regardant par la fenêtre, ils ne voient rien de spécial, ils ne voient pas de sang, eh bien selon lui, c'est normal qu'ils n'aillent pas défoncer la porte. Il considère tout simplement qu'il s'agissait d'une blague et ils repartent.
Pourtant, on sait qu'à de nombreuses reprises, c'est déjà arrivé que des policiers défoncent une porte suite à un canular. On peut penser par exemple aux affaires de swatting qui ont été subies par des streamers, où il s'agit d'une personne qui est en train de regarder le stream, qui appelle la police en disant que le streamer est en train de tuer quelqu'un ou quelque chose comme ça, et c'est carrément le SWAT qui va débarquer et défoncer la porte. Donc là, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait dans le cas de Keyona ? Mystère. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux une porte défoncée par erreur qu'une jeune femme assassinée. Onya Griffin est persuadée que si Keyona et Sherletta avaient été des femmes blanches qui vivaient dans un quartier riche, les choses se seraient passées complètement différemment. La police a été interrogée à ce sujet par des journalistes. Ils assurent qu'ils ne sont pas racistes et que, encore une fois, il faut une bonne raison pour entrer dans une maison sans mandat de perquisition. Selon eux, les conditions n'étaient pas remplies dans cette affaire. Ils mettent également la faute sur le 911 en expliquant que les informations qui leur ont été transmises n'étaient pas assez claires et qu'il n'était pas si évident que ça pour eux que Keyona courait un très grand danger. Après la découverte des corps, la police se met immédiatement à fouiller la maison à la recherche d'indices et ils vont en trouver plusieurs dans la chambre de Sherletta. Il y a la boîte d'un pistolet qui est retrouvée vide et également une autre boîte qui contient des lettres qui ont été échangées entre Sherletta et son copain Daryl pendant que celui-ci était en prison. Les lettres sont toutes signées Jay, mais dans une de ces lettres, il lui donne sa véritable identité en lui disant cependant qu'il préfère se faire appeler Jay. Il retrouve rapidement l'arme du crime, c'est un pistolet 9 mm qui est celui qui allait dans la boîte vide trouvée dans la chambre de Sherletta. Ce pistolet est retrouvé dans une rue au nord-ouest de la scène de crime, dans un sac en plastique blanc, et à côté de ce pistolet se trouvent des munitions. Les policiers vont vérifier le numéro de série de l'arme et ils découvrent qu'elle appartenait ni à Sherletta ni à Daryl, mais à une femme qu'il avait déclarée volée. Le vol avait été déclaré en 2017 et en 2018, cette femme avait également porté plainte pour harcèlement car son ex n'arrêtait pas de lui envoyer des SMS. Et cet ex s'appelait Jay. Le vol du pistolet ayant eu lieu 1 an auparavant, à ce moment-là, elle était en couple avec ce fameux Jay. Comme je vous l'ai dit, Jay, c'est le surnom de Daryl, mais c'est même plus qu'un surnom puisqu'en fait, il en fait son identité. La plupart de ses proches pensaient vraiment qu'il s'appelait comme ça. Ça faisait 2 ans qu'il vivait avec Sherletta, et pour vous dire, à part Sherletta, personne ne connaissait sa véritable identité. Tout le monde l'appelait Jay. Les membres de la famille de Sherletta n'ont pas son numéro de téléphone, ils ne connaissent aucun de ses proches. Daryl semble également ne pas avoir de réseau social et ne pas avoir d'amis. Donc finalement, c'était un homme plutôt mystérieux. Je vous ai dit également que lui et Sherletta s'envoyaient des lettres alors qu'il était en prison. En fait, il avait été condamné parce qu'il ne payait pas la pension alimentaire de son fils. Ce fils, il l'avait eu avec une autre femme, rien à voir avec Sherletta. Et finalement, c'est les lettres qui ont été échangées en prison qui ont permis de retrouver la véritable identité de Daryl. Donc heureusement que ces lettres se trouvaient là, sinon la police n'aurait même pas su qui chercher. Ils auraient cherché un certain Jay sans savoir qui c'était. Daryl, vous l'aurez compris, ne se trouve pas dans la maison au moment où Sanford arrive et au moment où la police arrive également sur les lieux, donc bien évidemment ça en fait le suspect numéro 1. En enquêtant sur lui, la police découvre qu'il avait la réputation d'être quelqu'un de violent envers les femmes. Je vous ai dit déjà qu'il avait eu une plainte pour harcèlement par une ex, mais il y a une autre de ses ex qui avait également porté plainte contre lui parce qu'il l'avait frappée, et les proches de Sherletta ont dit qu'ils avaient déjà vu des disputes violentes entre Sherletta et Daryl. Quelques années avant les faits, Daryl était SDF, il avait été hébergé par une église, et le pasteur de cette église avait lui aussi été témoin de la violence de Daryl. Les premiers mois que Daryl avait passés dans l'église se passaient plutôt bien. Pendant 3 mois, c'était quelqu'un de vraiment gentil, de serviable. Il voulait toujours se rendre utile, il tondait la pelouse, il déblayait la neige, il trouvait toujours comment aider et il n'attirait jamais l'attention sur lui. Mais un jour, la copine de Daryl a appelé le pasteur et lui a demandé s'il était possible qu'elle ait un rendez-vous avec lui parce qu'elle rencontrait des problèmes avec Daryl et qu'elle aurait aimé lui en parler. Le pasteur a accepté de la rencontrer en face à face et lors de ce rendez-vous, la femme lui a expliqué que Daryl était quelqu'un de beaucoup trop possessif. Elle lui a dit qu'en dehors de ce défaut-là, c'était quelqu'un de génial et qu'elle était heureuse et épanouie dans sa relation avec lui, mais il lui empêchait carrément de parler à d'autres hommes. La situation était vraiment
insupportable, d'autant plus que cette femme était obligée de parler à des hommes dans le cadre de son travail. Si elle avait demandé ce rendez-vous au pasteur, c'est parce qu'elle espérait que le pasteur puisse raisonner d'Errol. Elle savait qu'il logeait chez lui, donc elle s'est dit, vu que c'est un pasteur, c'est aussi son rôle d'inculquer des choses à d'Errol. Donc peut-être qu'il peut lui en parler, lui expliquer que ça ne se fait pas d'être possessif comme ça envers sa femme. Mais c'est à ce moment-là que Daryl est entré dans le bureau en furie. Il se met à crier, il dit à sa copine qu'il lui avait interdit de parler à d'autres hommes et il est du coup vraiment en colère qu'elle soit en train de parler avec le pasteur. Le pasteur, en voyant ça, le remet immédiatement à sa place. Il lui dit que là, il est dans son bureau, que ce n'est pas lui qui dicte les règles et qu'il va falloir qu'il s'assoie et qu'il écoute. Daryl s'exécute, il s'assoit sur une chaise à côté de sa copine, mais dès que celle-ci ouvre la bouche pour parler, Daryl se remet debout et il la menace. Il lève la main sur elle et il lui dit « Je vais te gifler ». Le pasteur a senti que la situation était en train de dégénérer et que Daryl était sérieux dans sa menace, donc il s'est précipité sur Daryl pour le maintenir et l'empêcher de frapper sa pauvre copine. Il lui a ensuite ordonné de prendre ses affaires, de quitter l'église et de ne plus jamais aller voir sa copine, de la laisser tranquille. Il lui a également conseillé de voir un psy en lui expliquant que la façon dont il traitait les femmes n'était pas correcte, qu'il pouvait pas juste passer sa vie comme ça à terroriser des femmes et qu'il avait vraiment besoin de se faire soigner. C'est la dernière fois que le pasteur a vu Daryl, il ne l'a jamais recroisé après ça, mais il est resté vraiment choqué par cette histoire parce qu'il insiste vraiment sur le fait que de base, pour lui, Daryl, c'était vraiment quelqu'un de calme et de posé. Il dit même que ça lui a fait penser au Dr Jekyll qui se transforme en Mr Hyde, tellement ça lui semblait irréel que le gentil et poli Daryl se transforme en un tel monstre aussi violent. Et quand il a entendu parler des meurtres de Keyona et Sherletta, il a dit qu'il regrettait de ne pas avoir fait plus. Il avait vu à ce moment-là qu'il y avait vraiment un problème et finalement, s'il n'avait pas aidé sa copine de l'époque, peut-être que ce serait elle aussi qui serait morte. Je vous ai également parlé plutôt d'une femme qui avait porté plainte pour violence. Eh bien, c'est également la femme qu'il a envoyée en prison pour non-paiement de la pension alimentaire. Cette femme a 4 enfants et sur ces 4 enfants, elle a un fils qui est le fils de Daryl. Et quand on parle de violence conjugale, vraiment ce qu'a vécu cette femme est pire que tout. Il l'a attachée avec des cordes avant de lui mettre des coups de pied au visage. Il lui a uriné dessus. Il l'a bâillonnée et ensuite il lui a versé le liquide qui est contenu à l'intérieur des briquets. Vous savez, il lui a versé ça sur le corps en la menaçant de mort. Donc déjà, le fait qu'il lui ait versé un liquide inflammable dessus, forcément, c'était comme une menace de la brûler. Mais en plus de ça, elle savait que Daryl possédait 2 pistolets, donc elle a vraiment eu très très peur pour sa vie et elle a pris les menaces de Daryl très au sérieux. Dès le lendemain, heureusement, elle a réussi à prendre la fuite. Elle a amené sa fille au bus scolaire. Elle est montée avec sa fille dans le bus scolaire. Elle a supplié le chauffeur de vite démarrer. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à s'en sortir. Par contre, la famille de Keyona et Sherletta n'avait absolument aucune idée de ce que cachait le passé de Daryl Brown. Ils avaient remarqué quand même que c'était un gars un peu bizarre, mais en fait Sherletta aussi était un peu bizarre. C'était une femme asociale, elle avait vraiment du mal avec les autres, elle restait tout le temps enfermée dans sa chambre, donc ils auraient eu du mal à l'imaginer avec quelqu'un de super normal et extraverti. Donc finalement le fait qu'elle soit en couple avec Daryl, ça leur semblait assez logique. Puis quand je vous dis qu'il le trouvait bizarre, c'était plutôt dans le sens où il était pas très bavard, c'était pas dans le sens où il voyait qu'il était violent. So just because you're quiet and you're a little different than everyone else doesn't mean that you're a murderer. Après quand même, il l'aimait pas trop et ils avaient vu qu'il avait des disputes assez fortes avec Sherletta quelquefois, mais finalement Sherletta, c'était son premier copain comme je vous ai dit, donc ils essayaient quand même juste de se réjouir pour elle parce qu'elle avait l'air heureuse d'avoir un copain. Mais ce que Keyona et sa maman Onya reprochaient vraiment à Daryl et la raison principale pour laquelle elle ne l'aimait pas du tout, c'était le fait qu'il ne foutait rien. Je vous ai dit qu'il était SDF, mais en fait, il n'était pas SDF parce qu'il avait un souci, ou parce que, il avait un handicap, ou parce qu'il était en dépression. Non, en fait, il ne travaillait pas tout simplement parce qu'il ne voulait pas travailler. C'est Sherletta qui l'entretenait, c'est Sherletta qui payait tout pour lui, et lui, pendant ce temps, il faisait rien, il était juste enfermé dans la chambre de Sherletta. Donc forcément, ses proches ne voient pas ça d'un très bon œil. Keyona pouvait tellement plus le voir qu'elle avait même parlé à sa mère comme quoi elle aimerait déménager parce qu'elle en avait marre de le croiser dans la maison.
Cependant, comme je vous ai dit, voilà, elles étaient contentes pour Charletta, elles voyaient que Charletta était heureuse, donc elles n'ont pas parlé de leur crainte à Charletta, elles n'avaient pas envie de foutre la merde entre eux, de briser son couple, mais quand même, elles commençaient à se demander si Daryl était pas en couple avec elle, juste pour avoir un toit au-dessus de la tête et finalement pour profiter d'elle. À ce jour, Daryl Brown n'a toujours pas été retrouvé. C'est complètement fou, ça fait 4 ans qu'il est dans la nature alors qu'il a tué 2 femmes et qu'on a sa photo et son identité. Mais là encore, selon la famille, c'est un peu de la faute de la police puisque finalement, ils ont laissé 2 heures à Daryl pour s'échapper. Ça lui a laissé le temps de disparaître. S'ils étaient intervenus immédiatement au moment où Keyona avait appelé, Daryl était probablement toujours dans la maison et il l'aurait arrêté immédiatement. La police a quand même réussi à suivre sa trace au début. Juste après les meurtres, ils ont pu le voir sur les caméras de surveillance de la ville de Grand Rapids. Il a d'abord été vu à pied à 1 km au nord de la scène de crime environ 2 heures après les faits. Puis il a ensuite été repéré dans un musée, le musée des enfants de Grand Rapids. Il est 15h24 quand il pénètre dans le musée. Il est allé à l'accueil de ce musée. Il a expliqué qu'il venait pour voir quelqu'un qui se trouvait à l'intérieur de ce dit musée. L'employé lui a répondu que ce n'était pas possible de le laisser entrer, qu'il pouvait pas juste laisser quelqu'un se balader comme ça dans le musée. Donc à 15h36, Daryl est reparti. 20 minutes plus tard, la caméra d'une entreprise le filme aux environs de la rue Léonard et la police apprendra plus tard que c'est une ex à lui qui l'avait déposé là en voiture. Après ça, la police a perdu sa trace. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il pourrait être aidé dans sa cavale par des membres de sa famille. Mais le truc, c'est qu'il a de la famille dans plusieurs États. Le Michigan, le Wisconsin, l'Ohio, l'Arizona, la Géorgie et la Pennsylvanie. Cependant, la police a des raisons de croire qu'il aurait quitté le Michigan après les faits et qu'il se serait plutôt rendu dans l'Ohio et plus précisément dans la ville de Columbus. Ils ont évidemment immédiatement été voir la famille de Daryl qui vit à Grand Rapids, mais ils ont été super mal accueillis. La personne qui leur a ouvert la porte leur a dit de dégager. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous dire que si jamais vous vivez aux États-Unis et plus précisément dans l'Ohio, regardez bien la photo de Daryl et si vous pensez l'avoir croisé, n'hésitez pas à tout de suite appeler les autorités. Je vous mets l'avis de recherche à l'écran, mais je vais également vous mettre dans la description le numéro de téléphone et l'adresse internet sur laquelle vous pouvez donner les informations à la police. Il faut savoir qu'il y a une récompense de 25 000 $ qui a été prévue pour toute personne qui aidera à son arrestation. C'est précisé dans l'avis de recherche que Daryl a l'habitude d'utiliser un faux nom, alors on sait qu'il se faisait appeler Jay, mais sur cet avis de recherche, on apprend également qu'il a d'autres identités. Il se faisait également appeler Daryl Robinson, Carter Brown, Derrick Brown, Michael Richardson et Marcus Wright. En juillet 2021, les Marshals américains ont décidé d'intensifier les recherches en annonçant au public que Daryl Brown était un des 15 criminels les plus recherchés du pays. Ils ont expliqué que le fait qu'il ait un physique plutôt banal, mais également une personnalité calme et discrète, fait qu'il pourrait totalement se balader en public au milieu de tout le monde sans qu'on le remarque. C'est pour ça que c'est très important de montrer sa photo et de parler de son histoire. Mais si vous pensiez que l'histoire s'arrêtait là, eh bien non. En juillet 2020, une autre tragédie a frappé la maison jaune dans laquelle Keyona et Charletta avaient été assassinés puisqu'un incendie s'est déclaré à l'intérieur. Quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont immédiatement eu un très mauvais pressentiment. Il y avait énormément de flammes, il n'y avait personne devant la maison à l'extérieur, mais il y avait des voitures garées dans l'allée. Ils entrent dans la maison et ils trouvent les occupants dans une chambre du premier étage au fond de la maison. Il s'agit de Jacqueline Baber-Bay, 65 ans, ainsi que de son petit-fils, Emma Rayon Cummings, surnommé EJ, et âgé de 5 ans. Ils s'étaient réfugiés dans cette pièce qui était reculée par rapport à l'incendie en espérant pouvoir y échapper, pouvoir rester là en sécurité en attendant que les secours arrivent, mais ils sont morts à cause de l'inhalation des fumées toxiques. Encore une fois dans cette histoire, malheureusement, les secours sont arrivés trop tard. Un autre détail terrible, le petit EJ était le fils de Sanford Cummings II, le frère de Keyona qui était celui qui avait découvert son corps et appelé le 911.
Alors cette fois, Daryl Brown n'y est pour rien. Cet incendie, il s'agit d'un accident, mais Daryl est quand même lié à cette histoire. Je vous explique pourquoi. En fait, ce qui a causé cet incendie, ce sont des bougies qui avaient été laissées à l'avant de la maison sur un porche qui est fermé par Jacqueline Bebebay, et ces bougies étaient là pour rendre hommage à Keyona et Sherletta. En fait, la veille, il y avait une veillée qui avait été organisée pour rendre hommage aux 2 femmes. Jacqueline avait allumé ces bougies, les avait laissées là, et elle avait oublié de les éteindre avant d'aller se coucher. Donc quelque part, même si l'incendie n'est pas criminel, Jacqueline et EJ seraient toujours en vie si Daryl ne s'en était pas pris à Keyona et Sherletta. Donc quelque part, on peut dire qu'il a fait 4 victimes et il a détruit une famille. Suite à l'incendie, la maison a été complètement rasée et détruite par un bulldozer. C'est tout pour l'histoire de Keyona Griffin et Sherletta Bebebay. Je vous retrouve en commentaire et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.